Bien le bonjour fidèles téléspectateurs de la télévision panafricaine Afrique Média. C'est toujours un plaisir de vous retrouver en direct de nos antennes. Nous sommes ici à Bujumbura au Burundi dans le cadre du 23e sommet du COMESA. Entendez par là marché commun d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe. En marge donc de ce sommet, la télévision panafricaine Afrique Média a décidé de rencontrer un certain nombre de personnalités présentes ici au Burundi dans le cadre de ce grand sommet. Il faut dire que le Burundi devient bien évidemment une plaque tournante de toutes les actualités sur le continent africain. Il y a quelques semaines seulement, le pays abritait déjà la 5e édition du Forum des femmes leaders dirigé par la première dame du Burundi. Cette fois-ci, nous sommes une fois encore en direct de Bujumbura avec une personnalité très importante pour le continent africain. C'est bien sûr M. Richard Andriamandrato qui est le candidat de l'Union africaine pour le compte de la République de Madagascar. S'agissant de la commission, il a été choisi par le président de la République, son Excellence Andry Rajoelina. Il faut rappeler que son Excellence Richard Andriamandrato est ancien ministre des Affaires étrangères de la République de Madagascar également, ancien ministre des Finances. Monsieur Excellence, merci d'avoir accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. Et merci à vous de la presse Africa Media de cette invitation. C'est une initiative qui, j'espère, va pouvoir éclairer les idées que Madagascar souhaite apporter au niveau de l'Union africaine. Mais ici, nous sommes bien sûr à une occasion particulière, c'est-à-dire le sommet du COMESA, le marché commun de l'Afrique australe et orientale. Merci à vous. Eh bien, Excellence, rapidement, la première question, elle est toute simple. S'agissant justement de cette 23e édition du COMESA, quelles sont tout d'abord vos premières impressions? Eh bien, je pense que le COMESA avance. Ayant travaillé pour une dizaine d'années au sein du secrétariat du COMESA, je pense que nous avons fait beaucoup de chemin. Actuellement, il y a une vingtaine de pays qui ont adhéré à la zone de libre-échange qui est en cours de consolidation. C'est dire que depuis 1994, donc maintenant une trentaine d'années, le marché commun de l'Afrique orientale et australe a beaucoup réalisé. Nous allons certainement en parler, mais je pense que c'est tout à l'honneur de ceux qui se sont succédés au sein du secrétariat, qui est basé en Zambie, Lusaka en Zambie. C'est tout à l'honneur pour le travail qu'ils ont fourni pour que cette région de l'Afrique soit une région phare, une région modèle pour tout le continent. S'agissant justement des difficultés, si on peut les appeler comme ça, Excellence, que vous avez traversées pendant cette trentaine d'années, quelles sont tout d'abord ces difficultés et est-ce qu'on peut dire qu'au regard, quand on se projette dans l'avenir, le COMESA a de beaux jours devant lui? Ce sont des difficultés liées à l'harmonisation des politiques économiques essentiellement, mais aussi du commerce, des politiques d'harmonisation financière, et tout ce qui a trait bien sûr à la mise en œuvre des programmes de construction des infrastructures dans la région de l'Afrique australe et orientale. Et je pense que c'est une expérience, je dirais, inédite, pas seulement en Afrique, mais dans le monde. Bon, quand on regarde les 30 ans qui se sont écoulés, on peut se dire que c'est une longue période, mais à vrai dire, ce n'est pas la fin d'un processus, c'est au contraire le début d'un long chemin encore à parcourir, puisque vous savez, harmoniser les politiques d'une vingtaine de pays, ce n'est pas quelque chose de facile. Il faut à chaque fois continuer à laborer le terrain et faire en sorte qu'il y ait un large consensus possible sur les politiques économiques à mettre en œuvre pays par pays. Et plus tard, bien entendu, le COMESA pourra être un modèle d'intégration économique pour la zone de libre-échange continentale en Afrique, ZLECAf, et c'est ce que nous souhaitons tous. S'agissant justement de cette zone de libre-échange, Excellence, est-ce qu'on peut dire, étant donné que vous êtes très introduit en ce qui concerne le COMESA, est-ce qu'on peut dire que ce 23e sommet marquera un tournant véritablement pour l'organisation? Chaque sommet est un tournant, sommet de chefs d'État et de gouvernement. C'est un tournant dans la construction d'une Afrique qui se tourne vers l'avenir. C'est un chapitre qui s'ouvre
avec plusieurs pages à écrire et chaque décision est une étape qui permet aux Africains de se retrouver sur ce long chemin qui va nous mener sur une Afrique intégrée, avec des populations qui se comprennent, parce qu'ils savent qu'à travers ces décisions, eh bien, c'est l'avenir des jeunes en particulier qui est dans la perspective de la construction de l'avenir de l'Afrique. Et c'est ce qui est le plus important. À chaque sommet, donc son lot de décisions qui permet de préparer l'avenir avec sérénité. Eh bien, Excellence, on parle beaucoup d'intégration sur le continent africain quand il s'agit du commerce, quand il s'agit également du déplacement des personnes et des biens. S'il fallait faire un état des lieux du COMESA, où le situerez-vous concrètement, comparativement peut-être aux autres zones du continent africain? Très clairement, on peut déjà circuler assez facilement de pays en pays. Ce n'est pas le cas sur la totalité de la région COMESA, Afrique orientale et australe, mais beaucoup de pays appliquent déjà disons le zéro visa à l'entrée. Évidemment, il faut présenter son passeport, mais c'est déjà un signe important de la volonté de chaque pays de faciliter la circulation des personnes. Maintenant, il faut encore qu'on puisse consolider les initiatives qui vont dans le sens d'une liberté pour, par exemple, les enseignants, les universitaires, les chercheurs, pour qu'ils puissent, eux, s'installer dans les pays du COMESA, et pourquoi pas plus tard dans tous les pays de l'Afrique, pour qu'ils puissent partager leurs connaissances secteur par secteur. Donc, en ce moment, nous sommes dans une situation où il faut continuer à faciliter ces circulations. Et vous savez très bien que les trois compagnies aériennes les plus performantes de l'Afrique, je pense à Kenya Airways, je pense à Ethiopian Airlines, je pense à South African Airways, mais il y a aussi en Égypte. Donc, ce sont des pays qui ont des compagnies aériennes très performantes et qui permettent justement de faciliter cette libre circulation des personnes. Après, il y a aussi la libre circulation des biens qui reste encore un long chemin, disons, pour tous ceux qui, les entreprises en particulier, qui veulent faire du commerce avec les pays voisins et sur toute la région orientale et australe. Au regard de ce que vous venez de nous expliquer, est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire, sans risque de se tromper, que dans l'avenir, la plus grande difficulté du COMESA, ce sera bien évidemment l'intégration que vous venez de nous expliquer? Ben, comme je vous ai dit, il y aura toujours des difficultés. Mais moi, je ne vois pas en quoi est-ce que ces difficultés ne se transforment pas en opportunités. Je pense que lorsqu'on construit une maison, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des surprises de temps en temps qui doivent, disons, ouvrir de nouvelles idées pour améliorer l'architecture de cette maison. Le COMESA, c'est une grande maison, l'Union africaine aussi, c'est notre maison commune. Donc nous avons à affronter ces difficultés, mais que ces difficultés se transforment aussi en opportunités pour les Africains. Une opportunité pour les Africains. On va peut-être sortir avec une dernière question, Excellence. S'agissant toujours de ce COMESA-là, vous avez été ministre des Affaires étrangères à Madagascar, je l'ai dit. Vous avez également été ministre des Finances. Vous avez apporté un certain souffle à l'économie malgache. Il faut dire que le président de la République, son Excellence Andry Rajoelina, accorde une attention particulière à vos conseils, aux travaux que vous avez apportés pour l'économie malgache. Est-ce qu'on peut dire que le COMESA y a été également pour quelque chose en ce qui concerne l'économie malgache? Disons que j'ai été ministre de l'économie et des finances pendant une période particulièrement compliquée. De 2019 à 2021, le monde a connu la pandémie du Covid-19. Et malheureusement, sur toute la planète,
tous les pays ont subi des chocs à l'intérieur qui ont malheureusement ralenti le développement économique de Madagascar et de beaucoup de pays en Afrique. Mais fort heureusement, le président Rajoelina n'a apporté sa touche personnelle avec un produit qui s'appelait le CVO à l'époque, l'Artemisia, merci oui, de rappeler cela. C'est important, ça a permis à Madagascar et aux Malgaches d'atténuer l'impact de cette pandémie dramatique. Ceci étant, en étant ministre de l'économie et des finances, mon rôle était de continuer à établir puis à maintenir de bonnes relations avec les partenaires financiers de Madagascar, à savoir la Banque mondiale, le FMI, la BAD qui a toujours continué à appuyer Madagascar sur le plan financier, et la BAD n'a jamais interrompu son soutien pour les aides budgétaires, mais aussi pour les projets de développement. Donc je remercie tout particulièrement la Banque africaine de développement. Mais donc c'était une période extrêmement complexe. Mais oui, le président Rajoelina et moi-même, nous avons tout fait pour atténuer justement les impacts négatifs de cette pandémie. Après, bien sûr, nous avons mis en place un programme assez solide, soutenu par la facilité élargie de crédit. Nous sommes maintenant à une deuxième étape de négociation et grâce à cela, nous pourrons continuer donc l'effort de développement de Madagascar. Merci Excellence. On va à présent parler de votre candidature à la Commission de l'Union africaine, qui est également un sujet très important. Il faut dire que l'Union africaine est régulièrement tensée en ce qui concerne sa léthargie dans les divers conflits qu'on peut observer et dans les diverses situations qu'on peut observer sur le continent africain. Tout d'abord, Excellence, quelles ont été vos motivations? Qu'est-ce qui vous a concrètement poussé à vouloir occuper un poste à l'Union africaine, et un poste très important, celui du président de la Commission? L'envie de poursuivre le chemin d'intégrer Madagascar à l'Union africaine. Je suis africain, tout comme vous, tout comme les milliards d'Africains qui souhaitent apporter sa contribution à l'édification d'une Afrique unie, intégrée et en paix. Donc c'est une volonté personnelle. C'est vrai, j'étais ministre des Affaires étrangères pour une période, je dirais, critique. Mais en même temps, lorsque j'étais au gouvernement, ça m'a permis aussi d'avoir un certain recul sur l'avenir de notre continent. Et je pense aussi que Madagascar, ayant été parmi les 31 pays, 31 premiers pays à avoir signé la charte de l'OUA, et puis par la suite l'acte constitutif de l'Union africaine, et puis tout récemment la ratification à l'adhésion à la zone de libre-échange, la ZLECAf. Madagascar a récemment adopté donc une loi y afférente. Donc ça veut dire que nous poursuivons ce chemin qui consiste à maintenir notre attachement à l'Afrique que nous voulons tous, tel que décrit dans l'agenda 2063, avec les objectifs stratégiques, avec les aspirations que nous voulons tous atteindre d'ici 2063. Donc cette volonté, elle est là. Je suis disponible pour apporter un leadership, je dirais, pragmatique et réaliste. Je ne cherche pas à être le roi de l'Afrique ou le président de l'Union africaine. Non, mon souhait est tel que le président et moi-même veulent apporter. Donc c'est simplement d'être pragmatique et le plus réaliste possible dans la manière d'atteindre chaque étape, de réaliser chaque étape décrite dans le plan décennal de l'agenda 2063. Merci pour cette réponse. Cela me permet également, Excellence, de présenter une autre de vos casquettes. On a parlé de celle de ministre des Affaires étrangères, ministre des Finances. Vous êtes également panafricaniste. L'Union africaine, la Commission de l'Union africaine dans sa globalité est souvent accusée de ne pas être suffisamment panafricaniste. Est-ce que vous, en tant que panafricaniste, vous pensez qu'il y a des choses qui n'ont pas été bien faites et peut-être pourraient être mieux faites à l'avenir, s'inscrivant bien évidemment dans cette vision que porte le président Andry Rajoelina depuis des années? Le panafricanisme est un idéal que
les chefs d'État et aussi d'autres leaders politiques ont souhaité mettre en avant. Je pense à Kwame Nkrumah, je pense à d'autres leaders hors du continent africain qui ont pris en route cette construction de l'identité africaine comme étant un moteur d'unité, tant sur le plan culturel, mais aussi sur le plan artistique, mais bien entendu politique. Et donc c'est un vaste, disons, projet et vision qui devrait unir tous les Africains. Nous en sommes maintenant à plusieurs années derrière, disons, le début de ce grand rêve. J'espère que nous n'en sommes pas à la fin. Bien au contraire, nous allons continuer à y croire et personnellement, à mon niveau, modeste niveau, je continue à œuvrer pour un panafricanisme réaliste où nous allons donner de la confiance à la nouvelle génération. Les jeunes ont besoin de croire en l'Afrique. Nous avons besoin d'atténuer cette envie d'aller au-delà du continent, de s'expatrier et de voir leur bonheur en dehors de l'Afrique que nous aimons tant. Je pense qu'il est temps de rassurer nos jeunes pour qu'ils puissent trouver leur chemin et gagner leur vie sur le continent. Et c'est certainement l'objectif de tous les panafricanistes. Donner aux jeunes un peu plus d'assurance, c'est très certainement ce qui manque à la jeunesse africaine au vu de toutes les politiques qui ont été entreprises sur le continent africain par certains dirigeants, également par certaines puissances étrangères, on préfère très souvent les appeler comme ça. Excellence, est-ce que on peut donc dire dès lors que vous comprenez d'une part cette jeunesse africaine-là qui ne cesse de se réclamer de plus en plus panafricaine et qui pense que des choses n'ont pas été suffisamment bien faites par ceux qui nous dirigent? La jeunesse africaine s'attend à ce qu'il y ait des opportunités pour eux, pour faire valoir leurs talents, servir leur pays, servir le continent. Et je prends pour exemple des jeunes Ghanéens qui ont réussi à lancer un satellite, mettre en orbite un satellite africain. Mais il y a aussi de vrais talents dans le numérique. La révolution numérique, c'est une révolution qui permettra à nos jeunes de trouver leur place partout dans le monde. Et nous avons de réels talents dans cette transformation du digital en Afrique. Je donne un exemple concret. Dans mon pays, à Madagascar, il y a plusieurs centres de formation et universitaires tout particulièrement. Et chaque année, lorsqu'il y a des jeunes diplômés, c'est malheureux de dire que plus de 90% des jeunes diplômés de ces centres universitaires s'expatrient en dehors de Madagascar. Certains vont heureusement en Afrique, il reste beaucoup s'installent en Afrique, mais beaucoup s'installent aussi ailleurs, aux États-Unis, en Europe. C'est vous dire qu'il faut rassurer les jeunes, leur donner confiance en l'importance de croire en l'avenir. Parce que s'ils ne croient pas en l'avenir, ça veut dire que c'est l'Afrique qui n'a plus d'orientation pour les 10-20 prochaines années. Et ce serait bien dommage. On va sortir justement avec cette dernière question. S'agissant de l'Afrique, dans 10 ou 20 ans, Excellence, êtes-vous optimiste? Il faut rester optimiste parce que notre génération, la génération présente, construit les 10 à 20 prochaines années avec ce que nous savons faire et ce que nous devons faire. Vous savez que sur le plan économique, par exemple, l'Afrique produit, le PIB de l'Afrique est autour de, disons, un peu moins de 3 trillions $. Mais sur les 3 000 milliards
de PIB. Il y a 3 pays au niveau du COMESA, à savoir l'Égypte, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, mais aussi dans une certaine mesure le Kenya, qui sont les moteurs de cette économie. Et c'est vous dire qu'il faut vraiment croire en notre capacité à transformer, d'abord bien sûr, parce qu'on a parlé du COMESA tout à l'heure, mais à transformer également l'Union africaine pour les 10 à 20 prochaines années. Et il faut y croire, il ne faut jamais baisser les bras, et c'est une des raisons pour laquelle d'ailleurs je me présente aussi avec beaucoup d'humilité et de sérénité pour ce poste de président de la Commission de l'Union africaine. Merci Excellence d'avoir répondu à nos questions. Merci à Africa Media et j'espère que le message est bien passé à vos auditeurs. Merci. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien exclusif à nous accordé par son Excellence Richard Randriamandrato, candidat pour la République de Madagascar à la présidence de l'Union africaine, qui a bien voulu répondre à quelques-unes de nos questions en marge de ce 23e sommet du COMESA. Restez en compagnie des programmes d'Afrique Média qui se poursuivent.